ça. Ok, bon. On y va? Bon, attention maintenant, C'est parti. c'est du sérieux. Non, mais Alors, on peut. ouais. De quoi parlait-on alors? Alors, je suis en présence d'Isabelle et de Stéphane. Alors, Isabelle, je ne connais pas encore ton nom. Je sais que Stéphane, c'est Stéphane Krasis. Et Isabelle, c'est Isabelle Krasis. Tragique. C'est tragique. Et moi, c'est de Anna. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu poser la question du mariage, mais bon, je la poserai peut-être après. Oui, tiens, une question qui me vient comme ça. Et le mariage dans tout ça, vous y avez pensé? Et ben, en fait, on est mariés. Ah oui, d'accord, en gardant chacun vos noms. Oui. Ouais. Et ouais, c'est une belle manière aussi de montrer ce que peut être le couple, c'est-à-dire que être ensemble, c'est pas perdre son identité. Ben oui. Voilà. Donc, C'est-à-dire que pour nous, nous sommes, alors, on va dire, à la mairie, nous nous sommes pacsés. Et pour nous, ce qui était important pour le mariage, c'était la cérémonie et ce que l'on voulait vivre et faire pendant cette cérémonie. Et, en fait, on a choisi de se marier selon les rites druidiques, puisque on a une amie qui s'appelle Dana, qui est druidesse, et en fait, à qui on a demandé de venir célébrer notre mariage. Voilà. Dessus, ça donne la couleur de ce que vous êtes. Hein. Quand je vous dis que vous êtes spirituel, boum, voilà quoi. Ben voilà. Ça se fait. Voilà, donc c'était un mélange. C'est une célébration que nous avons préparée avec elle. Et puis, il y a aussi des petits ingrédients dans la cérémonie qu'elle ne nous a pas dévoilés tout de suite. Comme ça, on a pu vivre aussi des éléments de surprise. Et donc. Et ça a scotché tout le monde d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'était pas. C'est sûr qu'on a l'habitude du mariage plutôt à l'église. Oui. Et puis c'est marrant quand on dit mariage, ne serait-ce qu'avec nos enfants, parce qu'on n'est pas pacsé et que sur le papier c'est pas marqué marié. Parce qu'on n'est pas pacsé, on est pacsé. Parce qu'on est pacsé mais pas marié. Oui. Pour eux, on est pacsé mais on n'est pas marié. Hein, il y a toujours eu cette nuance, alors que pour nous c'est très clair. Nous on est pacsé, ça c'est le côté administratif. Mais le mariage, ça se fait bien, soit à l'église si tu es catholique et croyant, soit autrement. Mm-hmm. Donc c'est assez intéressant cette notion de mariage. C'est-à-dire, à quel moment sommes-nous mariés? C'est quand tu passes devant le maire et puis ou les deux, où il faut les deux dans notre société. Voilà, il faut le curé et le maire, sinon, bon. Voilà, je suis en train d'extrapoler un petit peu. Non, mais c'est super intéressant parce que tu sais, on en vient souvent à ces problèmes de légitimité dans chaque chose que l'on fait. Ouais, là, pour le coup, la légitimité, elle revient. Est-ce qu'elle est plus légitime quand on est à l'église ou à la mairie, de manière conventionnelle ou à notre façon? Chacun décide de ce qui est légitime finalement. Oui, bien sûr. Et puisque je parlais des enfants, je pense que c'était aussi une façon pour eux de contester des fois notre choix d'être ensemble et de réunir nos deux familles. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Quoi. Ouais, moi, j'aime bien le côté miroir, tu sais, où de l'extérieur, tu as quelque chose qui va titiller t'es sûr, tu sais, de l'extérieur qui va titiller nos appuis, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, donc du coup, je sais pas si je commencerai comme ça, parce que le but du jeu, c'est quand même de vous présenter d'abord individuellement, mais peut-être on peut faire un petit clin d'œil sur le mariage. Je trouve votre présentation de mariage super belle et déjà atypique puisque elle est vous, et que de toute façon chaque marié et chaque mariage, pour moi, est atypique et différent. Et unique. Bah ouais, complètement. Comme une personne. Du coup, je vais la faire comme si je démarrais de manière classique. Hein. Donc, bonjour Isabelle et bonjour Stéphane. Je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour Christophe. Voilà. Du coup, merci d'être là. Puis, clairement, encore plus heureux d'être avec vous parce que moi, j'ai vécu votre formation de l'intérieur avec Sophie, ma femme. Alors, nous sommes pacsés, mais nous ne sommes pas encore mariés. Et ça fait partie des choses qu'on arrivera à faire en suivant d'autres formations avec vous.
Et donc, du coup, écoutez, dans les questions que je voulais vous poser, parce que moi, elle m'a semblé évidente pour moi, mais bon, déjà pour vous présenter, et avant d'aller trop vite, pardon, c'est de dire que Isabelle, tu es thérapeute psychocorporelle énergéticienne. Donc, tu vas nous expliquer dans un instant ce que c'est. Et Stéphane, toi, tu es coach facilitateur. Puis, tu as aussi fait une formation d'appreciative inquiry, où tu peux peut-être aussi nous présenter un petit peu l'idée de ce concept, cette formation que j'ai aussi faite, mais c'était quand même grâce à toi d'ailleurs que je suis allé dans cette voie-là aussi. Voilà, Isabelle, à toi l'honneur. Ça va? Merci, Christophe. Eh bien, rapidement, pour expliquer ce que je fais, j'utilise toutes les thérapies psychocorporelles, c'est-à-dire que je vais travailler sur le corps et sur l'émotionnel. Parce que très souvent, la tête n'est pas en capacité d'exprimer les choses, alors que le corps, lui, il va révéler vraiment tout ce que la tête ne peut parfois pas exprimer. Soit parce qu'elle n'a pas accès, que c'est dans l'inconscient, ce que les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait sur le corps. J'accueille les personnes en individuel, donc j'ai mon cabinet, et j'utilise toutes les médecines énergétiques, la médecine chinoise, des thérapies qui vont permettre d'aller regarder tout ce qui se joue au niveau émotionnel et en même temps tout ce qui se joue au niveau physique, parce que le corps imprime toutes les émotions en fait, et ça va se répercuter à travers des tensions, des douleurs, des maladies, etc. Donc je travaille aussi avec tout ce qui est massage, réflexologie, et puis plusieurs méthodes énergétiques pour aller travailler sur différents plans, le plan physique, plan énergétique et sur le corps émotionnel aussi. Voilà. Super. Et puis en même temps, j'accompagne aussi beaucoup les femmes en cercle de femmes. J'organise des cercles de femmes, des cercles de parole. Et on travaille tout ce qui est sur l'éveil de l'énergie féminine, sur le féminin sacré. Et voilà. Super. Et les méditations. Et les méditations aussi. Super. Voilà. Bon, bah, Et tu as un master en psycho. Et j'ai un master, voilà, si je continue. Si, tu veux, ouais, c'est Ouais, intéressant. j'ai un master en psychologie, en sciences de l'éducation, et ça fait 30 ans que je suis dans l'accompagnement. Voilà. Trop fort. Super. Non, c'est important. C'est super important. Et toi, Stéphane, pardon, est-ce que tu veux dire d'autres choses, Isabelle, avant Non, de. Pour te présenter? Et toi, Stéphane, donc toi, tu es donc coach facilitateur. C'est comme ça que tu m'as dit que tu étais, à moins que tu sois un illusionniste et que ce ne soit pas le cas, mais je pense que tu es bien coach facilitateur. Et donc, tu as aussi fait une formation d'appréciative inquiry. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Oui, alors, bon, voilà, coach facilitateur, on va dire que c'est comme ça que je me présente aujourd'hui dans une partie de mes activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait une formation de coach, une formation professionnelle pour devenir coach. Et donc, j'accompagne avec cette formation. Ça me permet d'accompagner des personnes, des individus, donc bon, principalement aujourd'hui des dirigeants, mais aussi faire du coaching d'équipe. Et puis la partie facilitateur, on va dire, c'est la partie, tout ce qui est intelligence collective. Et donc, l'intelligence collective, bon, il y a plein de différentes formations que l'on peut suivre pour développer ses compétences, pour comment dire, mettre en potentiel toute cette intelligence qui est là et en faire quelque chose de beau au service du groupe, du collectif. Mais je dirais que ce qui me caractérise le plus aujourd'hui, et l'appreciative inquiry dont tu en parlais est vraiment une pierre d'angle dans tout ce parcours que j'ai fait. C'est tout ce qui tourne autour de la narration, des histoires, avec cette réalité qui est que tous les humains, toi, moi, Isabelle, nous ensemble en tant que couple, nous sommes faits d'histoires, de centaines d'histoires. Et ça veut dire qu'on est sans arrêt en train de vivre des histoires qui sont déjà installées, influencer ces histoires et créer de nouvelles histoires. Et que ce soit lorsque on fait du coaching ou lorsque j'accompagne un groupe, en fait, à chaque fois, on est dans cette partie de la narration de l'histoire. On crée à chaque fois, on co-crée
de nouvelles histoires en fonction de ce que la personne a envie de transformer dans sa vie ou ce que le groupe a envie euh, comment dire, de transformer ou ce que l'orientation, l'objectif du groupe. Et donc, on va cheminer et créer une narration qui va faire qu'on peut aller vers cet état désiré. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce que quand tu m'as présenté l'Appreciative Inquiry, c'est que tu m'as clairement expliqué que ça permettait de revoir ce qui marchait, ce qui avait marché, ce qui avait été positif dans une expérience de couple ou seul d'ailleurs, de façon à reprendre confiance en soi et reprendre confiance là, en l'occurrence du couple. Et puis finalement, plus on refait vivre ces souvenirs positifs qu'on avait vécu dans le couple, plus finalement on se rend compte qu'on a eu des succès et qu'on peut les répéter encore et encore. Oui, 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 et ça c'est. Alors, merci pour cette question. Alors, c'est vrai que l'appreciative inquiry, ça c'est le mot anglais, hein, mais en français, on appelle ça exploration appréciative ou démarche appréciative. En fait, elle nous permet de mettre en lumière les talents d'une personne ou dans un couple, les compétences, les expériences, les choses qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent bien. Et à partir de ça, de créer un socle positif sur lequel on peut s'appuyer pour notre quotidien, mais aussi pour envisager des projets d'avenir. Et c'est vrai que quand voilà, on parle du couple et puis on parle de se faire voilà, accompagner ou peut-être même de se former, bien souvent on a un focus sur les choses qui ne vont pas. Hein. Donc ça ne va plus dans le couple où il y a des choses qui ne vont pas, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre. Voilà, bon, il y a plein de choses qui peuvent déclencher ce besoin de faire quelque chose. Et c'est souvent basé sur les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et la démarche appréciative, elle amène le paradoxe que on peut résoudre des problèmes en se focalisant sur ce qui fonctionne bien. Super. Voilà. Donc c'est un regard très différent, complémentaire. Des fois, il faut aller dans la résolution de problèmes, et même dans le couple. Mais, et d'ailleurs, c'est vraiment aussi on va dire une source d'inspiration pour les formations que nous proposons avec Isabelle. Super. Alors justement, si vous pouvez nous parler un petit peu plus des raisons qui vous ont animé à créer cette formation pour le couple, vous êtes aperçu peut-être qu'il y avait un besoin parce qu'on n'est jamais préparé à être en couple. C'est ça qui vous a donné envie de créer la formation? Ben, en fait, on a eu envie quand on a créé cette formation, on a eu envie de partager avec les autres couples ce qui avait bien fonctionné pour nous. Donc Stéphane et moi, on est ensemble depuis maintenant 13 ans et on a regroupé nos 2 familles avec 5 enfants. Et donc, voilà, déjà quand c'est les mêmes parents, c'est pas facile d'avoir des enfants, des adolescents et tout ça. Donc en plus, quand c'est une famille recomposée, ça vient vraiment chercher plein de petites choses. Et donc tout de suite, à travers le pacte que Stéphane m'a proposé quand on s'est rencontrés, on s'est très vite formé à la relation avec des outils très différents. Et ces outils nous ont vraiment aidés à traverser toutes ces années où l'effet miroir venait titiller l'un et l'autre, les blessures de chacun, l'effet miroir avec les enfants de l'un et de l'autre, tout ce qu'on a pu traverser. Mais tous ces outils nous ont vraiment aidés à préserver notre couple, à préserver la relation. Et en fait, on s'est dit, mais on a envie de partager avec les autres couples ces différents outils parce que, en fait, quand on est en couple, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la relation, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a cet effet miroir de l'un et de l'autre qui fait que c'est de prendre la responsabilité de chacun à travers justement cet effet miroir qui vient se jouer dans la relation et de comprendre d'où viennent les blessures, d'où viennent les réactions de l'un et de l'autre. Et toutes ces choses, je trouve que c'est important d'être outillé parce que de toute façon, on les traverse dans la relation. De toute façon, le couple, il est sollicité. De toute façon, il va y avoir à un moment donné des mésententes, voire des conflits, voire plus. De toute façon, ça fait partie du quotidien. Donc, autant s'outiller et autant
savoir comment appréhender toutes ces difficultés que le couple traverse. Et c'est comme quand tu vas faire du sport, hein. Si tu veux faire de la montagne, tu n'y vas pas avec des tongs. Donc voilà, c'est vraiment de se préparer et de se former pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Oui, puis de s'entraîner aussi. S'entraîner, voilà. Oui, dans ce que tu dis, Isa, moi, ce que ça évoque pour moi aussi, c'est le fait d'être acteur de sa vie. C'est-à-dire que je suis acteur de ma vie à titre individuel, mais je suis aussi acteur de ma vie de couple. Et en fait, de faire le choix de mieux s'équiper pour nous aider dans les espaces où il y avait clairement un manque de connaissances et un manque de pratique, ou en tout cas il y avait des choses qui ne nous avaient pas été transmises sur, par exemple, comment on aborde un sujet épineux sans partir soit dans la tristesse, dans la colère ou dans la fuite. Ces connaissances-là, grâce à la formation, on a été les chercher. Et après, on les a mis en pratique pour que ça soit pleinement à notre service et au service de la qualité relationnelle que nous souhaitions dans le couple. Parce que si on ne fait pas ça, le risque, c'est un petit peu... voilà, je ne sais pas l'image de... Je ne suis pas un cavalier, mais j'ai déjà fait 2-3 fois du cheval. Et là, je m'aperçois que quand je suis sur le canasson, c'est vraiment important d'avoir un peu de technique. Parce que sinon, c'est le cheval qui m'emporte. Hein, et on pourrait dire que dans la vie, est-ce que c'est la vie qui m'emporte et donc la vie qui va en fait choisir à ma place, ou est-ce que c'est moi qui vais être acteur de ma vie? Alors peut-être pas tout le temps, peut-être pas 24 heures sur 24, mais il y a des moments qui sont vraiment clés dans le couple où là, c'est vraiment, on a besoin de se sentir pleinement acteur et maître de ce qui se passe. Et pour arriver à ça, une des façons, c'est d'aller chercher de l'enseignement, aller chercher de la technique, on peut même dire, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui pour créer les conditions favorables, pour avoir des conversations qui comptent, pour créer des espaces d'écoute et de parole où Isabelle peut partir à la découverte de Stéphane, Stéphane peut partir à la découverte d'Isabelle, sans que nos enjeux viennent s'entrechoquer, s'entremêler, voire même se concurrencer. Moi, ce qui me plaît dans votre relation, c'est que je vois que vous avez aussi chacun vos univers à vous. Donc, vous n'avez pas perdu votre identité. Souvent, on parle de dépendance affective. Et je vous vois très autonomes ensemble. Et en même temps, vous arrivez à partager l'amour sans être dépendant, comme on peut l'entendre dans de nombreuses relations. Moi-même, le premier avec Sophie, j'ai plus démarré ma relation par une dépendance affective que par l'amour. Je m'en suis rendu compte après. Et je vous vois très, très libre, puisque vous avez gardé votre identité. Et en même temps, vous avez développé donc votre activité à part. Et en même temps, vous avez créé ensemble l'Odyssée du couple pour justement accompagner les couples et montrer que c'est possible de résoudre, d'aller bien, d'aller mieux, et puis de surmonter les épreuves de la vie. Je me permets. Voilà. Oui, ben ça, pour nous, c'est une clé dans la relation. Hein. C'est comment être pleinement soi-même chez moi et comment, tout en étant pleinement avec Isabelle lorsque nous sommes en couple. Et le couple, c'est un point de rencontre. C'est-à-dire que je suis chez moi, chez Stéphane, je fais ma vie, j'ai mon travail, j'ai mon activité, j'ai mes centres d'intérêt, et en même temps, je suis aussi père de famille, je suis aussi le partenaire d'Isabelle. Et il y a des moments dans la journée où on va se rencontrer et où on va passer du temps ensemble. Mais il y a plein de moments où nous ne sommes pas ensemble. Et ça, on peut le prendre dans une journée, mais aussi on peut le prendre dans un mois, on peut le prendre dans une année. Et c'est vraiment important que, enfin en tout cas pour nous, c'est la façon dont on l'envisage, c'est que c'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble que nous ne sommes plus en partenariat. C'est pas parce que nous allons
moi, je vais me former sur, je ne sais pas, peut-être les pratiques narratives, et Isabelle va aller se former en chamanisme, que tout d'un coup, enfin, il y a quelque chose, enfin, l'élastique, il a une certaine flexibilité, quoi. Il s'étend, on continue à être ensemble, on continue à être amis, on continue à être en couple. Donc, pour nous, il n'y a pas de danger à être indépendant. Bien au contraire, en fait, lorsqu'on peut cultiver son espace intérieur, lorsqu'on peut cultiver ce qui est important pour l'un et pour l'autre, eh bien, c'est une façon d'enrichir la relation, d'enrichir ce que nous avons ensuite à partager l'un avec l'autre. Et en même temps, je comprends que pour beaucoup de couples, ça, il y a de l'insécurité. Hein, quand on est en dépendance affective, c'est que on se sent insécure à la relation. Il y a un manque de confiance, peut-être un manque de confiance en moi. Je me dis, consciemment ou inconsciemment, je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas légitime pour que l'autre continue à m'aimer. Donc, je vais vraiment être vigilant et dans le contrôle pour que ça ne se produise pas, hein, que l'autre continue à m'aimer, donc qu'il n'y ait pas de sentiment d'éloignement ou de séparation. Et donc, cette dépendance affective, elle existe de cette façon-là. Et si on ne met pas de conscience là-dessus, ça va avoir un impact sur la relation, sur le couple. Et souvent, un impact qui peut ressembler chez l'un à de l'étouffement, chez l'autre à du rejet. Et là, on rentre dans des dynamiques de couple qui peuvent être sérieusement compliquées pour la relation. Et ce qui est important, en fait, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe et de se dire, mais en fait, c'est comme ça aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je le vis bien ou pas? Si je le vis bien, bon, bah, je continue à être dépendant affectif et ça, c'est très bien. Mais si je le vis mal et ça me fait souffrir, ben là, c'est un signal qu'il faut en faire quelque chose. Et moi, j'aimerais rajouter un truc dans ce que tu viens de dire aussi. Quand tu as parlé de nos activités indépendantes de chacun, c'est aussi ce qui marche aussi dans notre couple, c'est qu'on s'intéresse à ce que l'autre fait. Moi, si je vais faire un stage ou une formation ou que je m'intéresse à tel domaine, c'est pas un domaine secret. Je peux le partager avec lui et lui, il va manifester de l'intérêt à ce que je fais. De la même manière que si lui part explorer une thématique, je sais que quand il va rentrer, je vais être très curieuse de comment ça s'est passé pour lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a appris. Donc, c'est aussi, ça aussi, je pense que c'est important dans le couple, hein, on a nos mondes à nous, mais ce n'est pas des mondes complètement, comment est-ce que je pourrais dire ça, secrets ou séparés. C'est des ressources en fait qu'on amène dans le couple. Moi, toutes les formations que je fais ou tout ce que j'ai une part aussi. Mon travail, c'est d'être thérapeute, mais il y a une activité qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est la musique. Et je sais que Stéphane s'intéresse beaucoup à la musique que je fais. Moi, je m'intéresse beaucoup à la sculpture que Stéphane fait parce qu'il est sculpteur aussi. Donc, tout ça, ça enrichit le couple et ça permet non seulement d'être soi-même dans ses activités ou dans son domaine qui l'intéresse, mais d'amener ça aussi dans le couple. Et ça, je pense que c'est important. Si on avait des activités séparées et que moi, je ne m'intéressais pas à ce qu'il fait et lui non plus, on serait un peu des étrangers là-dedans, en fait. Oui, dans ce que tu dis, enfin là, pour moi, ça c'est vraiment une clé. Hein, c'est être curieux de l'autre. Et ça, jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment donné où... Parce que oui, alors on dit oui, mais je la connais par cœur. Oui, je la connais par cœur sur une partie de son existence. Mais en fait, et ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une clé très très importante, c'est d'être toujours, de cultiver cette curiosité sur l'autre,
Parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et d'être en fait des explorateurs, hein, et ça fait écho aussi à la démarche appréciative. Hein. Nous sommes sans arrêt des explorateurs et à travers justement les partages, les activités de l'un de l'autre, waouh, il y a toujours des ah mais j'avais jamais pensé que tu voyais ça de cette façon ou ah mais je savais pas que pour toi c'était si important. Enfin, c'est juste quand on développe ce muscle de la curiosité, eh bien, on s'aperçoit que l'autre est tellement riche et l'autre nous fait le cadeau aussi de nous rendre compte que ben moi aussi je suis riche grâce à son exploration, grâce à sa curiosité, grâce à ses questions et l'intérêt qu'elle porte pour moi. Eh bien, ça me permet aussi d'avoir ce regard extérieur à travers elle et de me découvrir autrement. Et donc là, on est dans moi ce que j'appelle l'abondance. Hein, c'est pas en fait pour nous être en couple, c'est pas ben voilà maintenant ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, ben, c'est terminé quoi. Maintenant on se connaît comme si on s'était fait l'un l'autre. Et puis ben maintenant allez la routine, le quotidien jusqu'à la fin de nos jours. Si c'est ça la relation, enfin, je la trouve pas très comment je pourrais dire satisfaisante. En tout cas pour moi. Hein. Alors là, vous en êtes à un niveau qui est quand même super sympa dans le sens où vous profitez de la richesse de l'autre. Mais on peut aussi parler aux couples qui n'arrivent pas à sortir de certains schémas négatifs qu'ils ont répétés de par leur histoire familiale. Et ils se rendent parfois pas compte que s'ils répètent des histoires, c'est peut-être qu'inconsciemment, c'est toujours de la faute de l'autre. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, en tant que magicien, j'emmène toujours l'attention ailleurs, mais je me rends compte que c'est pas forcément là où on emmène l'attention qu'il faut regarder. Et en tant que dans le couple, c'est pareil. Hein. Si on met l'attention sur l'autre, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir chez nous-mêmes. Vous avez une petite clé à nous donner sur ça, justement, sur comment essayer de retransformer un problème de couple classique en quelque chose, en une expérience positive. Certainement, il doit y avoir des exemples. Bah, dans ce que tu viens de dire, c'est déjà une clé. C'est que très souvent, quand il y a quelque chose qui nous titille chez l'autre, c'est que ça se passe chez nous, en fait. On est aussi un miroir dans ce sujet-là. C'est qu'en fait, si par exemple, il y a quelque chose qui m'agace chez Stéphane, eh ben, je vais aller le regarder chez moi parce que très probablement, c'est quelque chose que je vais réprimer chez moi et que je n'ose pas m'avouer. De la même manière que si j'admire quelque chose chez lui, bah, c'est peut-être quelque chose que j'ai en moi, mais que je ne me permets pas de vivre. Et j'admire chez lui qu'il puisse vivre ça. Donc, il y a vraiment cet effet miroir dans le couple, parce qu'on a tendance à dire, bah oui, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais allons un petit peu regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rendre compte qu'en fait, l'autre, c'est juste un instrument qui vient appuyer sur un bouton qui est délicat chez moi. Et c'est à la fois douloureux, mais moi, je trouve que quand on arrive à passer ce cap-là, c'est là où le couple est transformateur, parce que maintenant, je sais qu'à chaque fois où je suis titillée dans la relation, ben, je vais aller regarder chez moi, et c'est une richesse, parce que ça veut dire que je vais aller pouvoir transformer ça chez moi, et ça me fait grandir, en fait. Donc, toutes ces occasions sont bonnes à prendre pour grandir soi-même. Là, ça c'est vraiment une clé, ce dont Isabelle parle. Hein. Tant que je suis dans les tu qui tuent, hein, les tu, c'est-à-dire c'est toi, ça vient de toi, ma souffrance vient de toi, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas aller au-delà dans la relation, on ne peut pas transformer la relation. 90% de ce qui se passe dans les disputes, dans les malentendus, dans les frustrations dans un couple et tout ça, ça 90% vient de moi, hein, 90% vient de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que on dit souvent que c'est de la faute de l'autre, mais en fait, c'est parce que l'autre ne fait qu'appuyer à un endroit où ça fait mal. Mais il ne sait pas que ça fait mal là. C'est-à-dire que cette souffrance où ça fait mal, ce point où ça fait mal, c'est chez moi. Hein, et l'autre vient appuyer là-dessus. Et donc, c'est facile de dire, ouais, mais c'est de la faute de l'autre. Hein. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on commence à bien se connaître, on commence à comprendre que
ben là, ça fait 15 fois que j'appuie sur ce bouton-là, et je sais que quand j'appuie là, ça fait mal. Et c'est là où le partenariat, il est vraiment important. C'est-à-dire que moi, je suis partenaire avec Isabelle, et on peut dire que je suis un partenaire aussi de guérison sur le chemin d'Isabelle, de la même façon qu'elle, elle est partenaire sur mon chemin de guérison. Mais mon chemin de guérison m'appartient, c'est ma responsabilité avant tout, c'est pas celle d'Isabelle. Mais à un moment donné, comme je sais que à force d'appuyer là, ben, j'ai compris que là, quand j'appuie là, ça lui fait mal et que c'est une zone compliquée et difficile pour elle. Mais là, je peux être un partenaire avec elle. Et là, je peux l'aider à aller explorer et comprendre ce qui se passe quand j'appuie ici pour elle. Et là, c'est important d'avoir un peu de connaissances et de pratique. Et c'est pour ça que c'est important de se former en couple, parce qu'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour aller explorer ça, pour aller creuser, hein, et comprendre la forêt qui se cache derrière l'arbre, et de mettre ça en lumière et d'aller guérir cet espace-là, parce que c'est possible. Nous, on est très imprégnés de tout ce qui est imago, qui est une méthode de thérapie de couple qui a été développée par Harvey Hendricks. Et lui, il dit que on est dans la relation du verbe naître. Hein, nous sommes blessés dans la relation et nous sommes guéris dans la relation. Et quand on est dans un couple, on est dans cet espace, on est aussi dans cet espace de guérison possible de la relation. Et c'est vraiment un espace privilégié, c'est un des espaces privilégiés pour transformer et guérir dans la relation. Et donc quand on fait ça, quand on est partenaire de l'un et de l'autre sur les chemins de guérison que nous partageons, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que les cadeaux, ils ont pas forcément une allure de cadeau au départ. On dirait plus. Les problèmes, on les voit plus comme des problèmes. On voit pas les cadeaux qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que si on veut bien les regarder autrement, vous êtes en train de nous dire qu'on peut les transformer en cadeaux et en bonheur. Tout à fait. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que si on dit, mais en fait, c'est de ta faute si je me sens mal, tu m'as blessé, c'est pas la même chose que de dire que, ben, en fait, je me sens blessé quand tu me dis ça. C'est pas parce que, toi, c'est-à-dire que ça m'appartient, c'est ma blessure à l'intérieur. Certainement, tu ne voulais pas me blesser, mais quand tu me dis ça ou quand tu fais ça, mais en fait, ça vient réveiller en moi cette blessure. Ah, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on irait explorer ce qui se passe, ce qui se joue et ce qui se rejoue dans ce moment-là ensemble? Et encore une fois, et c'est là où c'est important d'avoir des espaces de dialogue, une façon d'engager une conversation qui permet d'aller dans ces espaces-là sans rentrer en conflit. Et là, on rentre dans l'importance de pouvoir se former en couple. J'entends Là, on va bientôt arrêter, hein. Parce que là, on pourrait partir. C'est bon. Mais, là, du coup, vous faites un petit clin d'œil à la communication non violente avec Marshall Rosenberg. Mais ce que j'ai aimé pour avoir fait le premier module avec vous, c'est que vous avez plein d'outils à proposer au couple et à chaque fois des surprises qui nous permettent de nous redécouvrir et de redécouvrir son couple. Entre couples, alors ça se fait bien sûr dans la bienveillance avec d'autres couples pour bien comprendre qu'on n'est pas seul et on est nombreux à parcourir souvent les mêmes problèmes, même si chaque couple est unique. Donc c'est ce que j'aime dans ce que vous proposez, et donc c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil avec vous deux. Et donc voilà, merci de ce partage. Pour ceux qui veulent vous découvrir, je mettrai donc le lien de votre site juste à côté de la vidéo, de façon à pouvoir vous rencontrer. Et puis, de toute façon, que ce soit individuellement ou ensemble, on peut vous rencontrer. Voilà, donc un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter dans ce partage? On verra d'autres questions certainement suite à ce que vous allez m'envoyer dans les questions à poser. Est-ce qu'il y a des choses, il y a une question que j'aurais dû vous poser que je n'ai pas posée? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que, enfin là, on sait que l'heure tourne, et en fait, on aurait pu continuer pendant des heures. Ouais. Et on ne va pas donner toutes les clés non plus, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi le vivre et le faire. C'est ça que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, c'est super d'être derrière un écran et on peut partager beaucoup, mais il y a une autre dimension, c'est la dimension réelle qui reste toujours
super importante et c'est vrai que l'émotionnel passe bien sûr comme ça à travers l'écran, mais en vrai, de vous avoir rencontré, d'avoir été avec vous, vous nous avez touchés par le ventre aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi mangé bio et que l'air de rien, on n'a pas le même état d'esprit quand on mange bien et quand on boit bien. Voilà, je me rappelle de ma dernière cuite, c'est ça qui me fait penser à ça, donc voilà. Non, je plaisante, je bois pas d'alcool, enfin très peu. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a un impact sur notre perception des choses et c'est vrai que, voilà, moi j'aimerais souvent on voit plus de femmes dans le développement personnel et j'aimerais un petit clin d'œil spécifique, parce que souvent les femmes ont cette force et cette humilité de réussir à baisser, les armes et c'est ce qui me touche chez elles à chaque fois. Mais ce qui me touche aussi chez l'homme, c'est sa solitude à ne pas vouloir, justement, sortir de sa blessure et peut-être l'aider à comprendre qu'on est de plus en plus nombreux à, heu, à afficher notre vulnérabilité, à être fier de ça parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une force. Ce qu'on nous a fait croire comme étant, une faiblesse de dire ce qui ne va pas peut être une vraie force et sortir des jugements de soi et de l'autre pour justement arriver à un amour inconditionnel de l'autre, mais aussi de nous-mêmes. Mm. L'un va avec l'autre. Moi, je pense Ouais. que c'est la responsabilité de chacun, en fait, ce que tu dis là. Moi, ça me touche beaucoup parce que je travaille beaucoup avec les femmes, mais parce que je me rends compte que les différentes sociétés qu'on a traversées ont fait que l'homme est rentré dans cet aspect négatif du masculin et du coup, ça a rendu les femmes dans l'aspect négatif du féminin. En sachant que le côté masculin et féminin ont tous les deux un côté positif et négatif. Et en fait, ça a empêché, depuis des millénaires, ça a empêché les femmes d'être dans leur puissance, parce qu'on a eu peur des femmes, des sorcières, etc. Et on a cantonné les femmes dans un certain rôle et on les a empêchées de développer leur puissance. Aujourd'hui, on est dans une société où ben, voilà, il y a du développement personnel partout et les gens commencent vraiment à s'ouvrir et plus les femmes vont être connectées à leur féminin positif et développer toutes les qualités du féminin, plus elles vont permettre aux hommes aussi d'arrêter d'être dans une puissance dominante négative, mais vraiment d'être dans leur vulnérabilité, qui, comme tu le dis, est une force. Et pour moi, c'est un travail de chacun, des responsabilités de chacun. C'est pas juste l'homme qui a mis une emprise sur la femme. La femme, elle a aussi cette responsabilité de prendre sa place et de développer toutes ces qualités qu'elle a pour que l'homme puisse aussi développer les siennes. Je dis pas que l'un, enfin, c'est pas la responsabilité plus à l'un qu'à l'autre, mais c'est ensemble quand les hommes et les femmes pourront arrêter d'être dans une comparaison ou dans une lutte ou dans un Une définition les de femmes sont masculin. comme ci, les hommes sont comme ça. Non, c'est une complémentarité, une richesse pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, tu as parlé du féminin sacré, mais Stéphane, tu pas parlé du mouvement masculin dans lequel tu es, toi aussi, qui parle aussi, je pense, du masculin sacré? Non, c'est pas. Oui, alors, Les deux vont ensemble, comme tu dis. oui, oui, bah, c'est vrai que moi, de mon côté, ça fait des années que bah, je travaille sur mon masculin et je travaille aussi sur mon féminin. Et voilà, j'ai la chance de faire partie d'une association qui s'appelle les Nouveaux Guerriers. Euh, le- En anglais, c'est Mankind Project, mais c'est une association qui existe dans une cinquantaine de pays, je crois, dans le monde, et qui initie les hommes. Hein, c'est-à-dire que c'est un parcours d'initiation. L'entrée dans cette association, c'est de participer à une initiation sur un week-end. Et comment dire, la mission de cette association, c'est de changer le monde un homme à la fois. Super. Et il s'appelle les Nouveaux Guerriers parce que, en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette énergie du guerrier qui peut être très puissante, qui peut être agressive, qui peut être destructrice, hein, violente, mais qui peut aussi être au service d'eux, qui peut aussi être dans la lumière, qui peut aussi être dans le don de soi,
Et donc, c'est tout un travail justement sur cette énergie masculine qui est là, cette énergie du guerrier plutôt, parce que les femmes aussi ont cette énergie du guerrier, mais donc cette énergie du guerrier vécue par les hommes et de pouvoir la transformer pour la mettre au service du monde plutôt que de la mettre au service de soi. Donc voilà, on est pour moi, l'enjeu de ce dont on parle, hein, c'est d'harmoniser et d'équilibrer le faire et le être. Ouais. Bon, bah, en tout cas, si vous voulez, je vais arrêter l'enregistrement et puis on débriefe. Ouais. Mais ça vous va? Yes. Yes, on fait ça. Donc tu nous l'enverras par WeTransfer, comme ça on pourra regarder notre